Oui, justement du climat, d'écologie, oui. du climat et de ce Conseil de défense. Juste une réflexion pour avoir suivi de près cette conférence de presse. C'est à la fois l'observateur qui s'exprime, mais aussi le père de famille. Vous savez, c'est arrivé la question climatique en troisième point de ce que le président appelait les 4 grandes orientations prioritaires du jour. On pourrait se prêter à rêver, puisque le climat, ça n'est pas simplement, comment dirais-je, une inquiétude qui suscite des craintes, comme il l'a dit. Ce n'est pas folklorique, ce ne sont pas simplement des manifs. Je pense que c'eût été peut-être audacieux ce soir pour aller renverser un petit peu la table, de placer le climat peut-être en tête des orientations, des préoccupations, sachant que le climat, le traitement peut-être de toutes ces questions-là, ce sont les emplois de demain. Donc peut-être c'eût été plus audacieux de le placer en tête de gondole, mais une fois que j'ai dit ça... Robin Reda, une petite réaction aussi, député des Républicains. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron ne veut pas être le sauveur de la planète, il veut être le chef. Là, il veut être le chef d'un conseil de défense écologique, comme il est le chef des armées, le chef de l'État. Mais un chef qui reporte les décisions les plus difficiles sur des conciliabules et des groupes. Le conseil des 150 citoyens qui seraient tirés au sort, en réalité, c'est pour essayer de faire travailler des citoyens sur la question du financement de la transition écologique, et donc sur le retour d'une forme de taxe carbone qu'il ne voudrait pas mettre en place lui, qu'il ne voudrait pas faire mettre en place à sa majorité, et donc qu'il voudrait faire réfléchir et mettre en place par ce conseil citoyen qui sera un peu l'otage du chef Macron de ce conseil de défense écologique. Donc la réalité, c'est qu'on n'entre pas dans les solutions opérationnelles pour défendre la planète et préserver notre climat, on entre dans une politique politicienne qui consiste à reporter les décisions difficiles du financement de la transition écologique sur les citoyens plutôt que sur la responsabilité du gouvernement. Et David Corban, vous êtes d'accord avec ça? On n'a pas beaucoup parlé du financement de ces annonces qui ont été faites. Et vous savez, M. Aquilé avait raison de souligner qu'en plus, dans le timing, il a parlé 45 minutes, le chef de l'État, il y avait 4 axes. Celui sur l'écologie, il a été expédié en quelques minutes en réalité. Et ça dit aussi quelque chose de la priorité qu'il accorde à ce sujet. Oui, il y a une question du financement de la transition énergétique. Mais cette question, il y a 2 manières, il y a 2 réponses à y apporter. La première réponse, c'est que par rapport notamment au mouvement des Gilets jaunes qui se déclenche, effectivement, au moment de la fiscalité carbone, notamment sur le diesel, c'est parce que c'est plus le sentiment d'injustice que la taxe en elle-même. C'est-à-dire qu'on a dit à des gens qui sont captifs de leur véhicule diesel que non seulement on va vous taxer parce que vous êtes aussi des contribuables captifs, puisque vous ne pouvez pas vous passer de la voiture, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent qu'on en retire ? Surtout pas mettre des moyens pour que vous puissiez un jour vous passer de la voiture. Alors là, ça va servir à équilibrer les comptes. C'est ça qui s'est passé à ce moment-là. Et là, il y a une deuxième... il y a une deuxième réponse aussi à ça. C'est que ne pas aujourd'hui investir sur la transition énergétique, ça va nous coûter encore plus cher. 1 euro qu'on n'investit pas aujourd'hui dans la transition énergétique, ce sont des dizaines d'euros demain que ça va nous coûter, quand on a déjà des exemples avec les primes d'assurance qui augmentent parce qu'il y a un chaos climatique avec des conséquences météorologiques qui sont de plus en plus extrêmes. C'est la qualité de vie mais de nos enfants qui respirent de moins en moins bien avec la question de la pollution atmosphérique. Bref, tout ça, ça coûte de l'argent aussi. Ça va en coûter de plus en plus. Juste un mot, David Corban d'Europe Écologie Les Verts, il a quand même parlé d'une taxe carbone aux frontières. Est-ce que ça peut être une bonne idée ? Oui, mais nous on défend, mais pas à l'échelle de la France, au niveau européen, un protectionnisme vert. Ce protectionnisme vert, d'ailleurs, il ne doit pas reposer uniquement sur la question du carbone, il doit reposer aussi sur les conditions de production dans les pays d'origine et sur des critères sociaux. Et aussi sur des critères sociaux. Et donc ça, c'est une idée qui est une bonne idée, qu'on défend notamment dans le cadre de la campagne européenne, mais ce n'est pas un protectionnisme pour protéger le pays, nos petits intérêts. C'est un protectionnisme qui s'explique par le fait de protéger notre bien commun, qui est la planète. Céline Calvez. Oui, le bien commun La et République en marche. au niveau européen, je vous rejoins. Il a invité à réfléchir à cette taxe carbone, à aussi la finance verte. Et pour en revenir plus sur notre cadre national, c'est la conciliation de l'économie et de l'écologie. Et j'aimerais attirer votre attention. Est-ce qu'il aurait dû en parler plus et plus vite ? Simplement, il l'a évoqué, je voulais juste mentionner le prochain projet de loi sur l'économie circulaire. S'il faut qu'on investisse, il faut qu'on puisse aussi trouver des valeurs. Et je pense que l'économie circulaire que va présenter Brune Poirson, ça va
pouvoir nous permettre de dégager ces marges de manœuvre. Donc il l'a évoqué, peut-être qu'il aurait pu passer effectivement plus de temps dessus, expliciter en quoi cette prochaine loi pouvait dégager des marges de manœuvre, en quoi au niveau européen la finance verte pouvait être développée. Il a choisi sans doute de pouvoir consacrer d'autres temps dans sa prise de parole, mais en tout cas il en a parlé. Par exemple. Un petit mot pour dire quand même que je me félicite qu'Emmanuel Macron reprenne cette idée de la campagne européenne des Républicains d'instaurer une barrière écologique à l'entrée de l'Europe et de la France. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron est isolé en Europe. Il s'est fâché avec les Allemands, les Italiens, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. Et donc, pour imposer une taxe à l'entrée de l'Europe sur les produits importés qui ne respectent pas les mêmes normes écologiques que les nôtres, bon courage, parce qu'en réalité, Emmanuel Macron aujourd'hui n'arrive pas à imposer ses vues sur la scène européenne. On l'a vu pour les GAFA, on l'a vu pour l'immigration, on l'a vu pour un certain nombre de sujets dont les dossiers n'avancent pas en Europe. David Cormand, c'est vrai, c'est un problème, c'est un problème de dimension européenne, voire mondiale, quand on parle d'écologie. La question écologique, on ne peut pas faire l'écologie dans un seul pays. C'est comme le socialisme, si vous voulez, à une autre époque. Et donc, si on veut sauver la planète, si on raisonne à l'intérieur des frontières des États-nations, c'est échec et mat d'entrée. Ça sera le dumping, la concurrence de pays entre pays pour toujours faire moins de normes, pour faire plus de profits, machin, être plus compétitif, toutes ces salades-là. Donc là, on a une chance avec l'Europe, c'est qu'on est le premier marché du monde. Et donc, nous sommes un continent prescripteur. Nous l'avons été hier pour le pire, c'est la colonisation, c'est l'accaparement des matières premières dans les pays du Sud. Nous pouvons l'être demain pour le meilleur. Et donc l'enjeu européen, il est majeur là-dessus. Pas pour continuer à faire des traités de libre-échange idiots qui accélèrent la destruction de la planète, mais pour justement arrêter le massacre. Il n'y a que l'Europe qui peut le faire. C'est pas Trump qui va le faire, c'est pas Poutine qui va le faire, c'est pas les Chinois Xi Jinping qui va le faire, c'est l'Europe qui peut le faire. Et donc l'enjeu européen et le raisonnement à l'échelle européenne, il est absolument vital. Céline Calvez, est-ce qu'il aurait pu parler un peu plus fort là-dessus, Emmanuel Macron? On note depuis tout à l'heure certaines contradictions dans le discours de façon générale du président, et on voit que là, David Cormand nous le souligne, sur le côté écologie, on y est aussi. Mais en fait, il n'y a pas de contradiction. En fait, on aurait préféré tout ce qui développe plus des sujets. Quand il parle d'éducation, moi, j'aurais bien voulu passer 5 fois plus de temps là-dessus. Il a fallu que ça dure plus longtemps ce soir, la conférence de presse. Non, mais je veux dire, chacun... Tout à l'heure, vous nous avez dit les journalistes n'ont pas posé les bonnes questions. Je trouve qu'il y a eu des questions qui étaient particulièrement déplacées. Je pense que vous avez certains de vos collègues qui ont juste préparé leurs questions et qui voulaient absolument la poser. Je pense à des questions sur la capacité du chef de l'État d'avoir du recul ou pas sur la perception qu'en ont les citoyens en étant arrogants ou pas, qui est revenu pas mal, ou d'autres sujets que je n'évoquerai pas ici, mais que je trouvais fort déplacés d'arriver à ce moment-là des questions, alors que pouvait être abordé un point qui fera plaisir à M. Cormand. L'écologie n'a pas suscité de questions, de la part des journalistes. Donc c'était l'occasion de pouvoir le développer. Alors qu'elle a suscité, dans le grand débat, 500 000 contributions. Oui. Vous savez combien a suscité la question de la migration dans le grand débat? 5 000. Et le chef de l'État ce soir, il a choisi de parler beaucoup de la question de la migration, le lien avec la laïcité, accessoirement avec la menace terroriste et l'islamisation et machin, ce qui lui appartient. Mais ce n'était pas une demande du grand débat. Chacun aurait voulu voir traiter sa thématique de prédilection d'une autre façon. Je réagissais juste sur l'échange en conférence de presse qui, je pense, aurait pu être de meilleure qualité entre le média et le président de la République. Et vous savez quoi, on va parler d'un autre sujet encore, juste après l'info à 23h50. On va parler d'éducation. D'abord, Jules Dequisse. Emmanuel Macron veut supprimer l'École nationale d'administration pour rebâtir quelque chose qui fonctionne mieux. Il y a selon lui un biais aujourd'hui dans le recrutement et la formation des élites. C'est une des annonces du président de la République ce soir en conférence de presse. Le chef de l'État veut une réforme constitutionnelle au Parlement d'ici l'été. Elle devra instaurer une baisse du nombre de parlementaires, une dose de proportionnel et un RIP facilité, un référendum d'initiative partagée qui se déclenche avec 1 million de signatures. Pas de RIC, donc un dérivé qui pourrait permettre par exemple aux citoyens de faire annuler des lois. C'était une revendication des Gilets jaunes et il ne sera pas non plus question de comptabiliser les bulletins blancs. Sur le pouvoir d'achat, Emmanuel Macron annonce une baisse de l'impôt sur le revenu, le prolongement de la prime exceptionnelle défiscalisée cette année. Les retraites seront réindexées sur l'inflation dès l'année prochaine pour les pensions sous les 2 000 €. Pour Kim Jong-un, la paix dans la péninsule coréenne dépend des États-Unis. Le dictateur nord-coréen accuse Donald Trump d'avoir été de mauvaise foi dans les discussions sur la dénucléarisation. Des déclarations alors qu'il rencontrait aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine. À peine sorti de prison, Carlos Ghosn dénonce une décision scandaleuse.
La justice japonaise lui interdit de voir sa femme sans autorisation. Elle a toutefois accepté une libération sous caution. Des mesures sont prises pour qu'il ne détruise aucune preuve. Carlos Ghosn qui reste inculpé pour détournement de fonds. France Info. Édition spéciale. Édition spéciale après la conférence de presse d'Emmanuel Macron tout à l'heure à l'Elysée. Les vraies inégalités ne sont pas fiscales. Voilà ce qu'a dit notamment le président, qui a parlé des inégalités à la naissance et de l'impératif d'aller beaucoup plus loin que le plan pauvreté présenté par la majorité. Les 1000 premiers jours d'un an français sont décisifs, a-t-il dit. Et il a voulu s'investir dans l'éducation, l'école. Il a plaidé pour des classes à taille humaine, pas plus de 24 élèves en grande section, CP et CE1. Et j'ai demandé au gouvernement d'y travailler, de pouvoir étendre le dédoublement des classes qui fonctionne et a déjà des très bons résultats dans les quartiers défavorisés, de l'étendre à la grande section de maternelle, mais de pouvoir dans toutes les écoles de la République, de la grande section de maternelle au CE1, avoir des classes à taille humaine, c'est-à-dire qui ne dépassent jamais 24 élèves. C'est une vraie organisation, un vrai travail, une transformation en profondeur. Mais c'est le moment où on apprend à lire, à écrire, à compter, à bien se comporter. Il est absolument essentiel. Et c'est un investissement dans nos enfants. Ensuite, par ce biais, nous devons rendre notre école plus accueillante, bienveillante à l'égard de celles et ceux qui, jusqu'alors, trop souvent, n'y avaient pas leur place. Les décrocheurs scolaires, les enfants en situation de handicap. Là aussi, beaucoup de choses ont été faites. On doit aller beaucoup plus loin. C'est indispensable, à la fois pour ce que doit être notre République, et pour la réussite de chacun. Emmanuel Macron tout à l'heure lors de sa conférence de presse à l'Elysée. Robin Reda, député Les Républicains de l'Essonne. Comment vous voyez-vous cette annonce du chef de l'État? Est-ce que c'est possible? Pas plus de 24 élèves dans toutes les classes de France en CP, CE1 et grande section. Mais je crois que le constat est bon. Il faut mettre le paquet à l'école de la République sur les savoirs fondamentaux, l'écriture, compter, lire. Et effectivement, ça se joue au CP, ça joue au CE1 et ça doit jouer dans des classes à taille humaine. Ça, c'est évident. Après, je pointais tout à l'heure le problème de sincérité d'Emmanuel Macron. Ça fait 2 ans qu'on entend déjà ce discours et pourtant on continue d'avoir des fermetures de classes en milieu rural, dans les banlieues, et en réalité le dédoublement des classes en CP fait la surcharge d'autres classes ailleurs. Donc il ne faudrait pas que l'abaissement du nombre d'enfants par classe en CP et en CE1 fasse que l'on se retrouve avec des classes surchargées à un moment où les élèves, que ce soit à l'école élémentaire ou ensuite au collège, ont quand même besoin pour le coup, il y a de continuer à moratoire quand même là, qui a été fait. Oui, le moratoire, on ne comprend toujours pas s'il est sur les fermetures d'écoles en tant que bâtiment, sur les fermetures de classes. C'est comme les hôpitaux, si vous voulez. Et l'État aura beau jeu d'orchestrer des fermetures de services, des réorganisations. C'est-à-dire, vous pensez que le président jouait sur les mots sur ça? Je pense qu'il y a énormément de choses à préciser, que ce soit sur l'école ou que ce soit sur les hôpitaux, puisque c'est les 2 services publics qui sont les plus appréciés et attendus par les Français sur les territoires. Il y a loin entre la fermeture du bâtiment école ou hôpital et la fermeture ou la réorganisation de services à l'intérieur de ces structures. Et malheureusement, sur ça, le président ne s'est pas engagé. Céline Calvez, vous qui êtes vice-présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée, comment on fait pour avoir des classes à seulement 24 élèves quand on sait qu'il manque de professeurs un peu partout? Alors déjà, repréciser ce qui a pu être fait et qui était considéré comme sans doute irréalisable depuis 2017. Depuis 2017, vous avez des dédoublements de classes de CP et CE1 qui arrivent aujourd'hui à ce que 200 000 élèves bénéficient de classes à 12. Dans les quartiers prioritaires. Déjà, dans les quartiers prioritaires. Ça n'a pas entraîné le fait de fermer des classes. Quand on ferme des classes dans le rural, c'est aussi parce qu'il y a moins d'élèves. Moins d'élèves, ça va être aussi l'effet de la démographie. Dans les prochaines années, vous allez avoir une baisse démographique qui fait que les élèves en grande section CP et CE1 vont être moins nombreux. Ça va nous permettre aussi d'atteindre plus facilement les 24 élèves maximum par classe. Il y a aussi d'autres choses, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le redéploiement sur le terrain des personnes, par exemple, de l'éducation nationale. On pourrait très bien imaginer aussi que des enseignants qui sont devenus, imaginons, dans l'administration centrale, redeviennent enseignants. Donc les gens dans les bureaux au rectorat reviennent devant les élèves. Mais je ne sais pas, mais en fait, l'idée,
c'est de faire une priorité. Ce qu'il n'y a pas besoin de repréciser, c'est cette ambition et cette envie d'investir dans l'éducation, que ce soit les 1000 premiers jours, que ce soit les moments des savoirs fondamentaux, c'est pouvoir le faire. Et je tiens à souligner autre chose, et une ambition dont on s'est pas encore complètement saisi, c'est la formation des professeurs, la formation des enseignants. Il y a toujours un paradoxe. Les enseignants forment tout au long de leur vie, mais eux, par contre, la formation tout au long de leur vie, on ne leur donne pas l'occasion de pouvoir le faire. Un enseignant, il a besoin de voir sa vocation réévaluée. Aujourd'hui, vous n'avez pas assez de personnes qui veulent embrasser la carrière d'enseignant. Donc il va falloir qu'on la revalorise. Il va falloir aussi qu'on donne la perspective. Pour vous donner une anecdote très récente, en discutant avec un enseignant, il me dit « mais moi je préfère avoir moins d'élèves dans ma classe que d'avoir une revalorisation de salaire ». Et ça, je pense qu'il faut qu'on fasse les deux. Mais la priorité, c'est de pouvoir donner aussi les moyens de mieux enseigner. Ça a été dit, et je pense que c'est une manière de jouer sur les effectifs, c'est de pouvoir mieux enseigner. David Cormand, Europe Écologie Les Verts, sur cette question. Non, mais je suis d'accord sur le fait que c'est une priorité. Moi, je pense que c'est une bonne chose d'avoir dédoublé les classes CP, CE1. J'espère que tout au cours du mandat, on va glisser année après année, parce que ce genre de réforme, ça se fait, il faut du temps pour la faire, par définition. Tout le monde est d'accord, mais on voit que c'est aussi une question de moyens. Et c'est ça, c'est là où je voulais revenir. C'est que, pour moi, là, il y a un sujet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que peut y avoir trop de fonctionnaires avec l'idée de réduire de 120 000 ou quoi, et en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a une priorité sur l'éducation. Et vous avez raison, madame, de dire qu'il faut, y compris, revaloriser le salaire des enseignants. Ce sont des métiers qui sont estimables, qui méritent d'être respectés. Et aujourd'hui, et pendant des années, ça c'est pas de votre fait, on a le sentiment que ces métiers ont été dévalorisés, que ce soit au niveau salaire, au niveau des moyens y compris, pour faire des projets pédagogiques, et pas seulement d'ailleurs l'écriture, lire ou quoi. L'école, c'est un lieu où on apprend pas seulement à lire, écrire, compter, où on apprend aussi la vie ensemble, les règles de savoir-vivre, le fait d'être heureux, de jouer, etc., etc. Et donc, ça veut dire énormément de moyens. Moi, j'aimerais être sûr que ce dédoublement n'ait pas conduit à ce que ça soit pas surchargé, mais si vous me dites que c'est pas le cas, tant mieux. Dernier point d'inquiétude, c'est ce que j'ai compris, mais vous allez sans doute me rassurer que dans la réforme Blanquer à l'étude, il y a comme projet de regrouper les écoles avec les collèges, avec la disparition qui est crainte par beaucoup d'enseignants, vous devez le savoir mieux que moi, des directrices et des directeurs d'école, ce qui serait une catastrophe. Le lien avec les parents d'élèves, avec les équipes éducatives, pour pouvoir accompagner les enfants de façon ciblée, c'est extrêmement vital. Et moi, je suis très inquiet sur ce que je comprends à ce stade de la réforme Blanquer. Je peux vous rassurer que très concrètement, si on offre un nouvel outil pour pouvoir regrouper des moyens entre le collège et le primaire, c'est juste une possibilité. C'est pas la vocation. La vocation, c'est de libérer du temps aux directeurs et aux directrices pour qu'ils passent plus de temps avec les enseignants et pour qu'ils passent plus de temps avec les élèves. Vous confirmez qu'il y aura des directrices et des directeurs dans toutes les écoles primaires de France. Toutes les écoles, ils gardent leurs directeurs et les directrices. On va pouvoir dans l'école, sur le site. Mais oui, bien sûr, c'est ça le but. Et on va pouvoir encore réfléchir à la façon dont on va leur faciliter la vie, mais en aucun cas, il n'est prévu de les supprimer. Vous êtes au courant que beaucoup de gens ont compris ça quand même. Mais oui, je le sais, on le combat. Merci à vous, Céline Calvez, députée La République En Marche des Hauts-de-Seine. Merci à Robin Reda, député Les Républicains de l'Essonne. Merci à David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Et merci à Jean-François Killy qui nous a accompagnés dans cette édition spéciale consacrée à la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Édition spéciale qui reprendra demain sur France Info dès 5h avec Lucie Barbarin. Et puis dans la matinale avec Marc Fauvel, 8h30, l'invité politique de France Info, ce sera Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. La météo. France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique équitable. Sans aluminium, nos doses en papier protègent l'homme et la nature. À retrouver sur malongo.com. Encore un peu plus frais, le temps demain, 3 à 13 degrés le matin, 12 à 19 l'après-midi. Et côté ciel, ce sera mieux au nord qu'au sud.